Nous sommes avec des évaluations standardisées de performance, quantitatives, formelles, procédurales, etc. Nous sommes, si vous voulez, aussi dans une technique psychologique, une technique de confession, une technique d'aveu. Qu'est-ce que c'est l'évaluation? Allez faire un entretien d'évaluation. Faites-vous une auto-évaluation. Et vous verrez que ça ressemble de manière terrible, n'est-ce pas, au procès stalinien ou aux techniques de l'Inquisition. C'est le même modèle. C'est-à-dire, il faut arriver, n'est-ce pas, à vous convaincre que la manière dont vous faites, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne. Et on ne vous le fait pas parce qu'on est méchant, parce qu'on est des contremaîtres sadiques. On le fait parce que, d'ailleurs, on se tutoie maintenant, les experts vous tutoient dans les laboratoires de recherche, etc. J'étais expert 7 ans, ministère de la Recherche, je sais de quoi je parle. Et on se tutoie, et on dit non, c'est terrible. Tu as vraiment que 1,5 docteurs qui soutiennent cette année. Bon, je ne sais pas, le 0,5 docteur qui soutient cette année, mais c'est notre problème. Bon. Oui, et là, ça ne se discute plus. Il n'y a plus de récit, il n'y a plus d'expérience. On ne veut pas discuter. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va de manière très conformiste, l'étudiant qui pourra soutenir sa thèse en 2 ans ou 3 ans, qui aura moins de 25 ans, on va sélectionner d'une manière telle pour obtenir un score, et pas du tout faire une recherche intéressante, pas du tout permettre à quelqu'un de faire une chose intéressante. Alors, là, on est dans quelque chose qui est la perte de l'humanité. Et souvenons-nous de ce que disait Jaurès. Quand Jaurès parle de l'humanité, ce que nous dit Jaurès, c'est quoi l'humanité? L'humanité, c'est pas une puissance transcendantale au-dessus des individus, c'est pas même chaque individu. L'humanité, disait Jaurès, c'est une parcelle d'humanité qui existe en chacun, qui lui fait refuser la fatalité biologique et la fatalité économique. Donc nous perdons notre humanité quand nous nous référons à des indicateurs de fatalité économique ou biologique. Alors pour conclure, dans les 4 minutes que vous m'avez laissées, je voudrais juste pour conclure vous faire part de quelque chose sur quoi je travaille en ce moment, donc c'est vraiment tout à fait neuf, je dire, je m'y risque un peu. Je voulais vous proposer la thèse sur laquelle nous sommes aujourd'hui, on a beaucoup comparé notre époque aux années 30. Moi, je verrais plutôt la situation de notre époque, avec les problèmes que ça porte en commun d'ailleurs, et de politique, je la verrais plutôt comme une sorte de remake de ce qui s'est joué au moment de la deuxième révolution industrielle, c'est-à-dire entre 1880 et 1920, et qui aboutit, comme vous le savez, à la Première Guerre mondiale et à l'émergence des totalitarismes, et pour finir à l'hégémonie culturelle, comme disait Gramsci, des démocraties libérales. Alors, si vous voulez, comme je n'ai pas du tout le temps de développer ce point, que de toute façon c'est encore un état de brouillon et d'esquisse, je voudrais simplement vous dire, en vous rappelant notamment les travaux de Marcel Gauchet, que Marcel Gauchet avait assez bien montré que c'est la crise du libéralisme à la fin du XIXe siècle qui avait amené l'émergence de la recomposition politique sous une forme de démocratie libérale. Et finalement, les concepts, les valeurs, les pratiques pour vivre ensemble, pour créer du commun, si vous voulez, se modifient à un moment donné dans une crise. Et c'était quoi cette crise? Cette crise, par exemple, si on prend, si vous voulez, la fin du XIXe siècle, donc à partir de 1880, je vous rappelle quand même que 1895, pour ceux que ça intéresse, si on va relire certains discours du virulent antisémite Karl Lueger à Vienne, ça ressemble à des discours extrémistes qu'on connaît ici. 1895, c'est le moment où Karl Lueger gagne des élections municipales à Vienne. Et l'empereur ne veut pas ratifier, n'est-ce pas, va le ratifier comme maire, et il sera contraint d'ailleurs à le faire. Alors, c'est quoi? C'est que d'un coup, ce discours formidable, qui est le discours des Lumières, c'est qui est le discours de, n'est-ce pas, émancipe-toi de la tutelle, n'est-ce pas, des religions, émancipe-toi, sors de l'état de minorité, émancipe-toi de la souveraineté politique, etc. Ne te fie qu'à ta raison critique, dont vous connaissez tous ces philosophes donc de la fin du XVIIIe. Eh bien, d'un coup, ce discours de liberté, il n'est plus crédible. Et pourquoi il n'est plus crédible? Parce que sur la scène sociale, les hommes, on ne peut pas dire qu'ils sont de plus en plus autonomes et libres, parce qu'ils sont transformés en robots dans les entreprises. Émerge à ce moment-là la question sociale, c'est-à-dire qu'un discours
qui vient dire la liberté et l'autonomie, et une réalité qui montre, en quelque sorte, n'est-ce pas, une logique où le libéralisme philosophique, il s'agit de ça, hein, où le libéralisme philosophique se désavoue lui-même par les pratiques sociales qu'il favorise ou permet. Alors qu'avant, comme vous le savez, les libéraux étaient contre les conservateurs, contre l'ancien régime. Et là, ça s'effondre. Et ça, c'est la fin du XIXe. Et là, à mon avis, toute proportion gardée, je termine là-dessus, toute proportion gardée, je pense que nous sommes dans une époque un peu de cette nature-là. C'est-à-dire que nous sommes dans une époque, si vous voulez, où les démocraties libérales, avec ce que ça représentait, comme à un moment donné d'ailleurs, le communisme des pays de l'Est, à un moment donné, n'ont plus été crédibles. C'est-à-dire que le discours d'émancipation sociale que l'un comme l'autre portait, bon, la démocratie libérale, vous le savez, c'est cette idée que, bah oui, c'est terrible le commerce, mais quand même si le commerce n'adoucit pas les mœurs, ça permet au moins d'éviter la dictature. On sait aujourd'hui qu'on peut être dans un pays ouvert totalement au capitalisme, n'est-ce pas, et qui est également une dictature. Donc, vous voyez, tous ces discours-là ne tiennent plus. Et je pense d'ailleurs que quand le mur s'est effondré en 1989, par exemple, il s'est matériellement effondré, mais il était déjà effondré à l'intérieur de nos têtes. C'est-à-dire que le discours, la promesse d'émancipation ne tenait pas. Et c'est même pour ça que dans la réalité, pourrait-on dire, le mur s'est effondré. Eh bien, je crois qu'on est dans quelque chose d'un petit peu, aujourd'hui, si vous voulez, équivalent, c'est-à-dire on est dans quelque chose où les valeurs qui ont été portées dans nos démocraties libérales avec tout ce qu'elles peuvent avoir, encore une fois, de tordus et autres, ces valeurs-là, elles ne sont même plus crédibles pour dire le monde. C'est-à-dire que la réalité sociale en permanence, je prends juste un exemple, l'exemple du progrès, par exemple. On va vers un progrès, on va vers un avenir meilleur. Ça ne tient plus. On sait que, par exemple, dans les dernières enquêtes, près de 80% des Français pensent que l'avenir de leurs enfants sera pire que le leur. À partir de ce moment-là, l'idée d'ascenseur social, l'idée de flèche de l'histoire, l'idée de progrès indéfini, ça ne tient plus. De la même manière, la croissance. Il faut quand même être un peu fou pour attendre le retour de la croissance, comme on attend la belle arlésienne. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas. Non, mais chez les économistes que je fréquente, ça ne tient pas. Donc, si vous voulez, il y a là un problème très important, et c'est cette présence vivante de ce passé de la fin du 19e, dans notre présent actuel, c'est dans ce présent européen notamment, que je voulais donc souligner, et je vous promets, Mariette, que je vais finir. Non, mais c'est pas terminé. Non, mais c'est pas terminé. Enfin, tout à fait. Non, mais juste pour dire, si vous voulez, que en partie, c'est aussi lorsque l'administration, et c'est vrai aussi à la fin du 19e, c'est lorsque l'administration occupe le champ du politique, c'est-à-dire que le politique n'est plus crédible, c'est là où il est extrêmement important de pouvoir, si vous voulez, le vivifier, le faire réapparaître. Or, et là je vais vous choquer, or, si vous voulez, Jacques Ellul l'avait très bien vu aussi à un moment donné, or, le champ du politique, il est toujours relayé par l'extrême droite. Parce que ça ne lui coûte rien. Parce que c'est son fonds de commerce. C'est son fonds de commerce. Donc, si vous voulez, la montée de l'extrême droite, à mon avis, elle est due à la désertion des concepts et des pratiques politiques dans les autres champs citoyens. Et comme de toute façon, nous le savons, l'extrême droite ne peut pas faire économiquement, socialement mieux, mais plutôt pire, bien évidemment, que les autres, ça conduit à quoi à ce moment-là? C'est face à cet échec, il est important de stigmatiser, de discriminer, de trouver des boucs émissaires. Et je crois que, juste promis pour terminer, je crois vraiment que c'est cela qui est essentiel, c'est-à-dire que le commun sera politique, donc, à mon avis, dans le champ de la parole, ou ne sera pas. Merci.